Très bien, bonjour tout le monde. Merci de nous avoir rejoints. Bienvenue à cette session donc intitulée Vers un pacte de la finance féministe. Je vais donc introduire cette session en commençant par souligner les instructions d'interprétation. Nous avons l'interprétation en espagnol, portugais, français. Je vais donner la parole donc aux interprètes qui vont vous expliquer le fonctionnement de l'interprétation. Donc, vous devez simplement cliquer sur le globe en bas à droite de votre écran et choisir donc la langue qui vous intéresse. Et si vous voulez utiliser l'anglais, cliquez sur le globe et sélectionnez anglais. Je passe la parole à l'interprète espagnol pour commencer, Maria Angélica, afin qu'elle donne cette explication en espagnol. L'interprète donc n'interprétera pas cette partie puisqu'elle sera répétée en français. Merci beaucoup, Patricia. Bonjour, mon nom est Émilie. Je suis avec Mathieu, une des deux interprètes qui allons travailler aujourd'hui vers le français, afin que vous puissiez accéder à l'interprétation en français. Si vous utilisez un ordinateur, merci de cliquer sur le globe en bas de l'écran. Ensuite, vous sélectionnez, c'est le globe où il y a marqué interprétation, vous sélectionnerez le français et pour plus de confort, vous pouvez couper l'audio original afin de nous écouter. Si vous utilisez un téléphone ou une tablette, veuillez chercher les trois petits points dans un coin de votre écran. Vous appuyez ensuite sur plus, langue, interprétation. Vous choisissez le français, vous confirmez la langue et ensuite vous pourrez nous écouter. Si vous prenez la parole, merci de parler lentement et d'être dans un endroit silencieux. Et si vous ne prenez pas la parole, veuillez maintenir vos micros coupés. Si au moment des groupes de travail, vous souhaitez être dans un groupe francophone, veuillez s'il vous plaît écrire les lettres FR avant votre nom, entre parenthèses. Donc, renommez votre profil Zoom avec les lettres FR avant votre nom afin que les organisateurs, organisatrices sachent comment vous placer dans les groupes de travail. Nous vous remercions. Si vous avez une difficulté, quelle qu'elle soit, n'hésitez pas à écrire dans la messagerie. Merci et très bonne réunion. Et je redonne la parole à Katie. Katie, you have the floor. Merci à l'ensemble de nos interprètes pour ces explications concernant l'utilisation de l'interprétation. Merci à elles et à eux d'être avec nous aujourd'hui. Il y a également une interprétation en langue des signes. Notre collègue est là pour la fournir. Donc, pardon, en langue des signes kenyane. Voilà, donc notre ami du Kenya est là pour fournir cette interprétation. Bienvenue donc à cette
session intitulée Vers un pacte financier féministe, session d'apprentissage et de stratégie sur donc l'initiative de Bridgetown ainsi que les autres instruments, dialogues, sujets du moment autour donc de l'architecture de la finance climatique et qui ont un impact sur nous en tant que féministes, en tant que personnes intéressées par la justice euh, euh, et la planète. Nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui. Je vous demanderai peut-être de vous présenter dans la messagerie, donnez-nous votre nom, d'où vous venez. Donc, je pense aux organisations auxquelles vous appartenez, les pays où vous êtes basés. Si vous pouvez peut-être aussi en dire deux mots sur votre domaine de travail spécifique, et puis dites-nous un petit peu ce qui vous a amené ici. Je commence, je m'appelle Katie Tobin, je suis chargée de programme chez WIDO, l'organisation de développement des femmes et de l'environnement, donc une organisation de plaidoyer basée à New York, bien que nous opérions à l'échelle mondiale. Je, je travaille également au Nexus d'Action féministe pour la justice climatique qui co-héberge cette session. Et aujourd'hui, je suis ici car je crois qu'il est crucial que nous comprenions bien ces différentes initiatives, ces discussions qui se déroulent en coulisses des grandes conférences. Il faut bien comprendre le fonctionnement des organisations multilatérales. Je suis là pour élaborer des stratégies, mieux comprendre et mieux réfléchir à ces sujets avec vous toutes et tous. Voilà, je vous demanderai de publier vos présentations dans la messagerie. Merci encore. Alors, qui sommes-nous donc les hébergeurs de cette réunion? Le Nexus d'Action est une organisation qui a été formée il y a quelques années pour amplifier, pour connecter les perspectives féministes autour de la justice climatique. Donc, dans des réunions comme celle-ci, nous avons développé des notes de plaidoyer, nous avons tenté de bâtir des liens, des réseaux avec d'autres organisations appartenant à ce même mouvement féministe, donc travaillant sur la justice climatique. Donc, afin de remettre en question le statu quo, ce nexus d'action est co-organisé par Femnet, l'Alliance panafricaine pour la justice climatique. Et je suis ravi de souhaiter justement la bienvenue donc à tous mes collègues aujourd'hui. Nous collaborons depuis longtemps avec la Constitution de Femmes et Genre dans le cadre de la CNUC. Nous sommes donc ravis de héberger cette session avec la Constituante Femmes et Genre, qui fait partie des 9 groupes d'acteurs formellement enregistrés auprès de la CNUC. La Constituante Femmes et Genre se bat pour amplifier la voix des femmes et défendre leurs droits dans les cadres de travail de la CNUC. Nos collègues du comité de facilitation de la Constituante sont avec nous pour nous aider à organiser les groupes de discussion qui vont suivre ce débat. Ma collègue Zukiswa White est là avec moi d'ailleurs pour m'aider à faire cela. Voilà un peu pour ouvrir le bal, pour vous présenter un petit peu les acteurs. L'idée ici est que nous puissions parler de nos travaux, de nos réflexions et donc d'étudier ce qu'est cette initiative de Bridgetown, ce que sera ce sommet de Paris qui arrive dans quelques semaines avec un nouveau pacte financier mondial. Euh, euh, Pourquoi en fait ces instruments comptent dans notre travail? Pourquoi cela concerne les discussions aussi que nous avons autour des sessions des organes subsidiaires de Bonn, de la COP qui est à venir, qu'il s'agisse donc des institutions financières, de la Banque mondiale, les rencontres annuelles de la Banque mondiale, toutes ces réunions-là, toutes ces conférences arrivent très bientôt. Les initiatives de Bridgetown est discutée durant les réunions de printemps du FMI de la Banque mondiale. La COP28 arrive à Dubaï en fin d'année. Donc voilà, on a l'ensemble de ces espaces de discussion qui vont traiter le sujet donc, de l'initiative de Bridgetown. Il convenait donc de prendre un petit peu de recul là-dessus et de reposer les bases. Qu'est-ce que cette initiative? Ce n'est pas du tout évident. Il y a eu au moins 3 moutures différentes de l'initiative. Il y a une version officielle, une version qui circule mais qu'on n'a pas encore consultée, qui sera publiée lors du sommet de Paris. Donc c'est un petit peu compliqué de comprendre ce que cela
implique cette initiative de Bridgetown portée par les Barbades et de comprendre ce que cela implique pour les espaces de justice climatique. Ce qui caractérise l'initiative de Bridgetown, c'est que elle fait la distinction entre la finance climatique et la finance du développement, la justice économique. Donc, les espaces vraiment cooptés par le privé, les institutions financières. Donc, on peut dire que c'est logique que ces institutions soutiennent la finance climatique, mais quelque part, c'est aussi dangereux et c'est ce que nous essayons de montrer. Et donc, il faut nous demander ce que cette idée implique pour le mouvement de la justice climatique. Et donc, je l'ai dit, donc nous allons commencer par reposer les bases et essayer d'expliquer l'impact de l'initiative de Bridgetown sur les espaces politiques au sein desquels nous évoluons. Et nous allons nous demander est-ce que cela implique que ces discussions se tiennent en dehors du système multilatéral que nous suivons depuis longtemps? Cela, alors que ces outils auront un impact sur nous, mais nous n'avons pas accès à ces outils, nous n'avons pas accès à ces débats et ces conférences. Nous avons déjà beaucoup de mal à comprendre de quelle manière nous allons pouvoir suivre et influencer ces processus. Donc, on a vraiment une érosion continue du multilatéralisme ici, et cela a un impact sur notre travail autour de l'initiative de Bridgetown. Et puis, enfin, nous allons nous demander de quelle manière ces propositions se recoupent avec notre analyse structurelle féministe, car nous avons nos propres propositions structurelles féministes de rupture. Il y a énormément d'expériences dans la salle aujourd'hui, hein, de personnes qui ont lutté à tous les différents niveaux, et je vous remercie d'apporter cette expérience autour de la table aujourd'hui. La question aujourd'hui, c'est comment s'assurer que nos propositions féministes pour la justice climatique peuvent également être intégrées à ces débats. Cette perspective, donc, une perspective qui permet de redresser le cadre du changement climatique afin qu'il tienne compte de nombreuses dimensions sociales qui avaient été ignorées jusque-là. Comment s'assurer que nos propositions actuelles pour la gouvernance économique prennent en compte les dimensions de genre? Comment s'assurer donc d'intégrer tous ces sujets annexes dans ces espaces politiques où jusqu'ici ils sont mis de côté? Et d'éviter d'avoir simplement une nouvelle proposition économique innovante où il faut s'assurer simplement que toutes nos propositions fassent enfin partie du débat. Donc voilà la raison qui nous réunit aujourd'hui. Nous sommes ici pour apprendre ensemble, pour faire un partage d'expériences, d'analyses. Nous allons donc essayer d'étudier un petit peu cette initiative de Bridgetown, ce qu'elle implique. Et en tant que féministes, nous allons essayer d'établir une compréhension collective de l'initiative de Bridgetown afin de bâtir un plaidoyer, de remettre en question le statu quo et de réorienter cette initiative vers une véritable justice pour les peuples et la planète. Il y a plusieurs choses aujourd'hui dans les tuyaux. J'ai écrit à plusieurs personnes pour donc partager une note un peu explicative de l'initiative de Bridgetown. Le but de cette note donc explicative est de présenter notre analyse, notre compréhension de l'initiative et les propositions que nous faisons pour l'améliorer. Nous allons compléter et traduire cette note explicative avant le sommet de Paris et ce sera circulé auprès de tout le monde. Nous demandons également comment nous engager au sein de ces espaces politiques en amplifiant nos propres propositions systémiques féministes, en produisant de nouvelles notes, justement, de nouveaux articles, en coopérant autour du plaidoyer. Cela reste à voir. En tout cas, nous sommes déjà réunis ici aujourd'hui pour débattre, pour discuter. Alors, nous allons commencer donc pendant une quarantaine de minutes avec une session d'apprentissage. Nous avons deux excellents collègues qui vont se charger de cette session, qui vont donc nous expliquer ce qu'est l'initiative de Bridgetown et des processus qui y sont liés, comme le sommet de Paris. Alors, qu'est-ce qui est proposé? Pourquoi est-ce que cela compte, hein? Quelle est notre critique dans cette proposition de Bridgetown?
quelle opportunité cela, disons, dégage pour ouvrir de nouvelles voies, de nouveaux sujets sur les propositions de rupture systémique. Donc, nous commençons avec Maria José Romero, qui travaille chez Eurodowd. Elle aura 15 minutes. Et puis ensuite, ce sera au tour de David Williams, directeur de programme pour la justice climatique internationale à Rosa Luxemburg Stiftung. Donc, il y aura une experte sur la justice climatique, enfin, deux experts concrètement sur ce sujet de la justice climatique, ce qui devrait nous lancer sur de très bonnes bases pour bien comprendre les enjeux. Et puis, nous aurons une session ensuite de stratégie. Après l'apprentissage, un peu de stratégie. Nous allons écouter notre collègue Melania Chipanda de Femnet. Elle nous présentera sa propre analyse féministe avec une perspective de justice climatique, en essayant un petit peu de digérer ce qu'on aura appris pendant la première session d'apprentissage, en essayant de produire dessus notre propre analyse. Donc, il y aura ensuite une session de groupe de discussion pendant 40 minutes, 3 questions à partager avec l'ensemble des participants. Les questions elles ont été communiquées par mail. Vous pouvez déjà commencer à y penser, à penser à ce que seraient vos propres revendications féministes autour de Bridgetown. Est-ce que l'on désire mettre en place un plaidoyer collectif? Nous avons aussi un Padlet, si vous ne l'avez pas encore utilisé. C'est une excellente manière de travailler ensemble en collaboration, mais une manière de partager des ressources, des idées, une manière d'élaborer des stratégies autour de ces espaces de discussion. Voilà, quand on y arrive, je vous expliquerai cela plus en détail. Donc, nous divisons en groupes discussion, débattons, et puis nous reviendrons ici pour faire une synthèse. Donc, au total, nous sommes ici pour environ 2 heures. Et je crois que c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Si vous avez des problèmes liés à l'interprétation, écrivez-nous également dans le chat. Nous avons des personnes chargées d'apporter justement un soutien technique. Voilà, merci beaucoup. Et nous passons à la première session d'apprentissage. Je suis ravi de donner la parole à Maria José de Eurodad pour encore une fois une quinzaine de minutes. Voilà, je la laisse partager son écran. Maria José. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée à toutes et à tous selon là où vous vous trouvez. Merci infiniment pour votre invitation à participer à cette session. Permettez-moi de partager ma présentation. C'est vraiment formidable d'être ici parmi vous aujourd'hui. Je vois dans la liste des participants qu'il y a un groupe formidable de personnes réunies ici aujourd'hui. Et c'est vraiment formidable d'avoir cette opportunité de pouvoir échanger avec vous. Cette session fait suite à 2 autres sessions organisées avec de nombreux autres partenaires. Qui se sont organisées sur des sujets similaires. Le dernier était la semaine passée. Nous avons discuté de certaines des choses dont nous allons également parler aujourd'hui. Dans les 15 minutes qui me sont imparties, je vais parler de 3 choses principales. D'abord, parler du contexte. Ensuite, je vais parler des aspects clés, des préoccupations. Et donc, les 3 propositions clés sur la table, c'est-à-dire la réforme multilatérale des initiatives autour des banques, portée par le groupe de la Banque mondiale. Le deuxième est la Bridgetown Initiative, l'initiative de Bridgetown. Et la troisième est le sommet de Paris. Et qui aura lieu dans un mois. Et ensuite, je vais conclure avec certains éléments quant à comment avancer. Alors, en ce qui concerne le contexte, j'aimerais partager avec vous quelques remarques très brèves quant à la situation, au contexte pré- et post-pandémie de la COVID-19.
Parce que ce que nous avons vu est que lors de ces dernières décennies, il y a eu un changement en termes de financement du développement. Ceci veut dire qu'il y a des applications sur la mise en œuvre des ODD, les accords de Paris, les engagements pris à Paris pour des objectifs basés sur les droits humains, particulièrement basés sur les droits des femmes. Et avec ce virage privé de financement du développement, nous avons vu une très forte narrative qui est basée sur deux points de départ. Le premier est que la finance des ODD requiert énormément d'investissement et le second est que la finance privée n'est pas suffisante pour subvenir à ces besoins. Sur cette base, il y a des liens très clairs. Il y a des manquements en termes de financement qui doivent être comblés par le biais de fonds privés. Et donc, les institutions et de finance et les institutions financières doivent donc faire levier sur les institutions privées pour trouver ces fonds. Et ce que j'ai dit au début est que ce sont deux préjugés importants, puisqu'il y a un travail politique sous-jacent qui reflète une fortes options politiques, puisque nous sommes confrontés au manque de volonté de la communauté internationale qui parle du financement privé des développements. Et donc, il parle 7,5% de 0,7% des PIB en aide humanitaire et pour être d'accord sur des mécanismes pour l'annulation de la dette et la restructuration de la dette pour pouvoir travailler sur des engagements liés au climat. Et l'organisation de développement ne pourra pas répondre. Et donc, en mars 2020, donc suite à la pandémie de la COVID-19, quand la COVID-19, la pandémie a exposé et amplifié des problématiques qui existaient déjà dans le passé. L'année dernière, en février 2022, nous avons effectué les effets et d'autres problèmes associés à la guerre en Ukraine. Nous avons dès lors, nous sommes dans une crise plurielle et dans un contexte de crise plurielle. Et donc, ceci me mène aux trois positions que nous avons sur la table, parce que suite à ça, des trois appels à la réforme qui ont émergé de différents espaces et qui se sont matérialisés dans des propositions qui sont différentes mais interconnectées. Et je vais donc parler de ces trois propositions dominantes. La première est celle qui a à voir avec les banques de développement multilatérales. Et la deuxième, c'est l'initiative de Bridgetown. Et la troisième, le sommet de Paris. En ce qui concerne la réforme multilatérale des banques de développement, je vais en parler en premier parce que c'est un travail qui a été initié en 2021 par le G20 lorsqu'un groupe d'experts a assisté le travail des banques de développement au niveau mondial. Ce sont des groupes d'experts qui ont publié un rapport en juillet l'année dernière qui était focalisé sur le cadre d'adéquation du capital, c'est-à-dire de quel argent disposent les banques multilatérales de développement et comment celles-ci peuvent structurer leur business model, leur modèle entrepreneurial en lien avec ce qu'ils font. Et ensuite, l'année
passé, certains pays, les pays membres qui sont les principaux acteurs de la Banque mondiale ont mis la pression à la Banque mondiale pour qu'elle mette en place un plan d'action pour la mise en œuvre de ces réformes ou pour avancer vers la mise en œuvre de ces réformes. Ce plan a été publié en décembre l'année passée et a été suivi d'un rapport mis à jour en mars de cette année. Quels sont les objectifs principaux de cet agenda et de s'assurer que le groupe de la Banque mondiale soit à la hauteur du défi dans ce contexte, particulièrement en lien avec le changement climatique et la fragilité et les menaces croissantes sur la santé mondiale. Et ce que nous voyons est que le focus sur ceci améliore le financement sans qu'il y ait besoin de plus d'investissement, mais en se basant sur de nouvelles recherches, des prêts de la part de capitaux hybrides et des marchés de capitaux. Et donc, il y a eu des évolutions, un plan de travail qui inclut certaines approches, y compris le fait de parler du climat comme un bien public international et pour échanger des règles autour du développement du secteur privé et également un focus sur les pays à bas et moyens revenus. Et donc, un objectif qui soit autour et donc le dernier point que j'ai mentionné, quand je me concentre sur les pays à moyens revenus, eh bien, c'est le point qui nous connecte à l'initiative Bridgetown, qui est une proposition évolutive introduite par la première ministre Mia Mottley de la Barbade, et qui parle des obstacles comme des pétris comme le sien ont, et ceci a été présenté avant la COP27. Et cette proposition est poussée par une très forte critique est portée par Mia Mottley, qui a parlé très clairement à ce sujet, quant aux obstacles auxquels sont confrontés les pays comme le sien pour obtenir des fonds pour le développement et le changement climatique et la nécessité d'une réforme de l'architecture financière internationale. Elle a vraiment donné beaucoup de voix à cette proposition. Et ceci a pour but d'en finir avec le status quo autour du changement climatique, par exemple pour les pays insulaires ou les pays en développement. Elle propose qu'il y ait une amélioration, une augmentation des liquidités par le biais du Special Drawing Rights, qui inclut un objectif d'adaptation au changement climatique soutenu par les réserves spéciales liées au changement climatique. La proposition de l'initiative de Bridgetown a maintenant vu différents changements qui ont été mentionnés par Katie. Il y a eu beaucoup de versions du même document avec certaines propositions qui ont été oubliées, y compris les plus progressistes, et d'autres qui ont gagné une plus grande emphase, par exemple le fait de mobiliser des fonds privés sur les transitions. Et donc, dans Bridgetown 2.0 continue d'être retravaillé et faire être le fruit de nombreuses discussions. Il est très probable que ces orientations continueront à changer afin que ceci devienne plus intéressante pour les acteurs du Nord global et les investisseurs privés. Et nous sommes là confrontés à une des plus grandes préoccupations que nous avons autour de cette proposition. Troisièmement, le nouveau pacte mondial de financement, une proposition portée par le gouvernement français actuel qui parle très clairement et qui dit qu'il veut prendre le leadership suite au travail de le Premier ministre Mia Mottley et la communication autour du sommet a pour l'instant soutenu la nécessité d'avoir une convention internationale financière pour répondre au changement climatique et aux besoins spécifiques. Et cette convention est basée sur 4 piliers. Le premier, la restauration des espaces fiscaux pour les pays, de soutenir le secteur privé et le développement pour les pays à bas revenus, mobiliser des finances pour le changement climatique, particulièrement des formes de financement innovatives, et ensuite d'encourager des infrastructures vertes pour la transition énergétique.
Et alors que nous attendons de plus de détails quant à ces politiques concrètes, parce que beaucoup de ces éléments sont actuellement en cours de discussion, il est important ici de mentionner que beaucoup de membres de la société civile questionnent la visibilité ou la pertinence des ambitions, la faisabilité des ambitions du sommet et considèrent que le sommet serait plus une autre qu'une distraction qui nous éloignerait des discussions fondamentales quant aux obstacles structurels, quant au financement du développement pour les pays du Sud global. Et certains des obstacles que j'ai signalés au début. Avec les 3 propositions qui sont sur la table, eh bien, une de nos préoccupations principales, la première, est que ces 3 propositions se focalisent sur des partenariats augmentés et la nécessité de faire ce travail, mais nous soutenons que le lien entre ces 3 propositions et la confiance, ce qu'il semble être aveugle entre les marchés financiers et le rôle de ces États qui sont soutenus par les États, c'est-à-dire un État qui nous forcerait à nous faire confiance à des investissements risqués du secteur privé. Et il y a 5 indications ou préoccupations en ce qui concerne une approche basée sur les droits humains. Tout d'abord, nous sommes dans un politique dans lequel il y a peu ou pas de participation de la société civile. La deuxième préoccupation est qu'ils ils demandent un rôle augmenté ils demandent qu'il y ait plus de prêts, et ce qui est particulièrement problématique dans un contexte chaotique et sans fin de restructurellement de la dette. Troisièmement, comme je l'ai dit précédemment, le fait de faire la promotion d'une notion extrêmement problématique du rôle de l'État, où le développement est une question de comment nous réduisons les risques autour des investissements, plutôt que de savoir comment rejoindre les objectifs de développement. Quatrièmement, l'impact distributionnel, c'est un élément essentiel. Les ressources fiscales dédiées à la réduction des risques peuvent être très importantes, particulièrement dans le cas de partenariats privés-publics, et me requièrent parfois la pleine privatisation des biens publics et pourraient restreindre l'accès universel, ce qui est très, très problématique dans une perspective de droits humains. Cinquièmement, la promotion de politiques qui ont pour but d'encourager l'alignement de Paris et pour pousser l'ajustement structurel vert. Et par cela, je veux dire que maintenant, nous pourrons être confrontés à des conditions de politique de la Banque mondiale et de l'IMF qui pousseraient les pays à avancer vers un chemin de transition dans des cas où ils seraient dans des situations différentes de celles d'autres pays et que les espaces politiques seraient ainsi réduits, comme ça a été le cas dans les années 80 et 90, où les conditions n'étaient pas moins qu'optimales. Nous avons donc la préoccupation que nous sommes aujourd'hui confrontés à des questions laissées sans réponse, et je vais en mentionner 3. Tout d'abord, est-ce qu'un premier groupe de banques mondiales pourrait garantir des modèles de développement plus efficaces et meilleurs? Et je vais répondre par la négative à cette question, puisque seule une réforme fondamentale de la gouvernance pourrait changer les dynamiques de pouvoir qui nous ont menés à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Deuxièmement, qu'en est-il de l'effet de la perte de financement nord-sud? Et on parle de flux financiers illicites, d'évasion fiscale des entreprises, et tout ceci n'adresse pas de problème de droit. Et troisième question, qu'en est-il des engagements existants des bailleurs de fonds? Et aucune de ces propositions ne nous permet de travailler dans cette décision, dans cette direction, au contraire. Et donc, je vais clore
avec ces points spécifiques pour comment nous pouvons avancer. Bien sûr, nous avons besoin de plus de financement, mais nous voyons que nous sommes face à une grande lacune en matière financière et que ceci pourrait être un défi. Et que ce qui est nécessaire n'est peut-être pas, eh bien, ce dont nous avons besoin ne sont certainement pas des fonds privés pour le développement. Et dans les questions de s'il est nécessaire d'avoir des engagements financiers publics et privés publics pour le changement climatique, il faut un investissement public dans les infrastructures existantes et qu'il soit gouverné de manière démocratique. Ce serait une manière bien plus efficace de rejoindre les objectifs des ODD, enfin les ODD. Le modèle les modèles existants proposés ne sont en fait vont à l'encontre des objectifs en matière de droit. Et, donc, il faut avancer et affecte les objectifs que nous avons en termes d'infrastructures pour la santé, pour le soutien de la biodiversité et d'autres éléments et devraient être considérés comme des atouts. Et donc, il faudrait également faire entendre nos voix en lien avec les points que j'ai soulignés tout à l'heure, soit, c'est-à-dire de répondre aux engagements existants et répondre aux problèmes systémiques. Nous ne pouvons pas penser à considérer des propositions sur des éléments basés sur les droits humains sans prendre en considération ces problématiques. Le chemin à parcourir en 2023 inclut le sommet de Paris, la réunion annuelle de Marrakech, de la Banque mondiale et de l'IMF, du FMI, pardon, et la COP 28. Et nous pensons que ce qui a été avancé, la conférence de l'ONU sur le financement pour le développement et l'événement, le processus qui pourrait permettre un espace pour un réel processus intergouvernemental qui pourrait être transparent et impliquer de manière conséquente la société civile. Je vous remercie pour votre intervention et j'ai hâte de la conversation que nous allons avoir à suivre et j'espère que nous pourrons ceci pourra nourrir la discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maria. J'ai beaucoup apprécié cette vue d'ensemble des processus et ce qui pose problème justement dans ces initiatives. Donc, merci beaucoup pour cette analyse. Je suis ravi que tu sois avec nous. J'ai hâte que nous poursuivions les débats dans les groupes de discussion et que nous tentions un petit peu de démêler tout cela. Donc, merci beaucoup, Maria José. Nous allons passer donc à David Williams, directeur justice climatique au Centre Rosa Luxembourg Stiftung. Il vient nous parler justement de cette initiative Bridgetown à travers la focale de la justice climatique. David, oui, merci beaucoup. J'espère qu'on m'entend bien, on me voit bien et qu'on m'entend bien, que mon écran est clair. Oui, parfait. Merci beaucoup. Je suis ravi de me trouver ici dans cet espace de discussion et de m'exprimer devant autant d'excellents collègues, des gens dont j'ai beaucoup appris au fil des ans. Donc, je vais ne faire que compléter les excellents apports de Maria José à l'instant et parler de plusieurs aspects autour de la justice climatique sur lesquels nous travaillons au sein du RLS. Je vais également parler d'autres initiatives qui nous intéressent également, même si évidemment Bridgetown est vraiment le sujet brûlant du moment, mais ce n'est pas le seul processus. On le présente souvent comme... Enfin, il faut que ça fasse partie d'une stratégie plus large. Voilà. Donc, je vais parler justement de ces autres éléments qui viennent le compléter. Alors, moi, je viens de la finance climatique, plutôt de la science climatique. C'est mon domaine de prédilection, que là, je vous présente des graphiques issus du dernier rapport du GIEC qui vous démontre donc dans quelles régions du monde sont les plus frappées par les inondations, donc par les fortes précipitations.
Donc, depuis les années 50, il y a une augmentation faramineuse des précipitations. Donc, c'est une fenêtre de temps très, très courte pour une telle augmentation. Donc, on voit ici les régions les plus frappées par cette augmentation des inondations. On passe à présent aux sécheresses. Donc, sécheresse agricole et écologique, là encore, leur fréquence augmente constamment depuis les années 50, tout particulièrement dans les régions du sud-ouest de l'Afrique, dans les régions de l'Asie, et idem pour les vagues de chaleur, leur fréquence également s'envole dans différentes parties du monde. Alors, ce qui compte également de souligner sur les vagues de chaleur, c'est que celles-ci sont intrinsèquement liées au changement climatique causé par l'homme. Elles sont vraiment directement causées, très directement causées par les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé jusqu'ici. Et les, les impacts, évidemment, n'ont pas été distribués de manière égale dans la société. Et on pense tout particulièrement aux personnes issues de la diversité des genres, aux femmes qui en ont payé le prix. Dans certaines régions du monde, il y a une plus grande dépendance à l'égard des ressources naturelles. Donc, il y a aussi plus de probabilité de violences sexuelles et sexistes, une plus grande vulnérabilité vis-à-vis de ces événements. Dans certaines régions, il y a aussi beaucoup moins d'accès à des services d'urgence, des services de secours à la suite de ces événements météorologiques extrêmes. Donc ça, c'est vraiment le bilan jusqu'aujourd'hui. Donc à présent, si on se penche sur l'avenir, alors désolé, je ne suis pas apporteur de bonnes nouvelles, mais les choses peuvent encore changer. En tout cas, nos émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter, même si on prend les 20 dernières années où on ne fait que parler changement climatique, eh bien, ça n'a pas renversé la vapeur pour autant. Donc cette courbe nous démontre que si on continue avec les politiques mises en œuvre aujourd'hui, on devrait atteindre entre 2,2 et 3,5 degrés de réchauffement d'ici 2100. Et on a bien vu déjà ce que le réchauffement a causé en si peu de temps. Ici, on peut voir aussi ce qui serait nécessaire pour rester dans les clous de 2 degrés ou de 1,5 degré, c'est-à-dire donc si on est aligné sur les engagements pris lors des accords de Paris. C'est important, je pense, de mentionner cela, car il faut rappeler voilà, que l'impact ne se fait pas sentir de la même manière partout. Parfois, là, il y a des villes qui vont développer des espaces verts pour créer des systèmes de refroidissement naturel, pour avoir accès à l'eau. On va empêcher certaines communautés de pays de construire des maisons près des côtes, puisque l'érosion des côtes, justement, s'aggrave de plus en plus avec l'élévation du niveau des mers. Donc, toutes ces questions deviennent de plus en plus des sujets extrêmement importants et les gouvernements doivent redoubler d'efforts pour réagir, répondre à ces immenses défis d'adaptation de leur habitat face au changement climatique. Alors, la question à poser, c'est qui est vulnérable? C'est l'un des résultats clés du dernier rapport du GIEC. Ce rapport démontre ici les pays qui sont les plus vulnérables aux impacts du changement climatique par rapport aux pays qui, eux, ont émis le plus d'émissions CO2 et on voit vraiment qu'il y a un groupe très dense ici, 2 pays. C'est on va dire, si vous voulez, les taches très sombres sur la gauche, sur l'axe vertical du graphique, et sur l'axe horizontal, c'est beaucoup plus, clairsemé. Donc là, c'est l'Allemagne, le Japon, les USA. Donc si on prend ces pays densément peuplés sur la gauche, ce sont des pays qui sont très, très lourdement impactés, mais qui ont peu contribué. Et là, on a une autre manière de le voir avec notre graphique. Sur cette carte, on montre les pays qui ont été colonisés par l'Europe depuis le XVe siècle. Dans les années 50 et 60. Après de longues luttes, de nombreux gouvernements sont parvenus à se libérer du joug de l'oppression coloniale. Et donc, à partir de ce moment, ils ont commencé à emprunter beaucoup d'argent et à s'endetter.
donc en s'endettant auprès du secteur privé, des gouvernements des pays du Nord, afin de continuer de financer leur système public. C'est ainsi qu'est née aussi l'architecture finance internationale représentée par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. C'est donc c'est eux hein, qui s'assurent que ces pays restent dans l'endettement et continuent de simplement, en fait, passent leur vie à rembourser des prêts. C'est, je pense, la meilleure manière de le décrire. Alors, si vous savez que le FMI s'implique dans quelque chose, vous pouvez être sûr que ça ne sent pas bon. Ça, c'est vraiment une règle de base, hein. Ces acteurs sont vraiment les garants du système financier international. Ils sont complètement intégrés dans ces structures néolibérales qui empêchent complètement ces nombreux pays de prendre les mesures nécessaires pour protéger leurs individus, leurs peuples des impacts du changement climatique. Tout cela est corrélé de manière très claire avec la crise de la dette. Ici, on a une cartographie de la crise de la dette par l'organisation Debt Justice. Ici, on montre les régions et les pays qui sont en surendettement et exposés à un risque de surendettement. Il y a également une forte corrélation entre les pays qui sont vulnérables aux impacts du changement climatique et les pays qui sont en surendettement. Puisqu'en fait, c'est lié, hein, cela les empêche de répondre correctement à ces défis. Il faut également réaliser que la finance climatique, aujourd'hui, le financement est principalement fourni par voie de prêt. Et donc le prêt, c'est compliqué, c'est délicat, puisqu'il faut le rembourser avec des intérêts. Les intérêts sont de plus en plus élevés, alors que les subventions, c'est une manière beaucoup plus bien différente de financer, puisqu'il n'y a pas d'intérêt. Et en plus, on sait très bien que les acteurs internationaux de la finance sont connus pour surestimer finalement les financements qui sont accordés, alors que les ONG et la société civile ont une vision beaucoup plus claire de des fonds qui sont affectés. On sait que les 100 milliards promis par la communauté internationale à Copenhague pour les personnes dommages n'ont toujours pas été affectés d'ailleurs. Donc, tout cela est important pour comprendre ensuite les négociations autour des COP. Donc là, ces deux éléments sont retirés du document de clôture de la COP 27. Donc, dans le paragraphe 34, il est reconnu que un financement adéquat nécessitera une transformation du système financier. Donc, ils le disent. Au paragraphe 35, on note avec préoccupation le fossé croissant entre les besoins des pays en développement et particulièrement ceux qui subissent l'impact du changement climatique et de l'endettement. Donc voilà, et je pense qu'il sera utile de traiter ce sujet dans les groupes de discussion. Autre élément aussi de développement assez préoccupant, c'est le paragraphe numéro 12 autour des dispositions de financement sur les pertes et dommages. Avec le groupe de la Banque mondiale et le Fonds monétaire international sont littéralement appelés à débattre lors de leur réunion de printemps. Leur réunion de printemps, c'est les réunions qu'ils organisent chaque année à Washington, ces deux organismes. Donc, pour débattre de leur contribution aux modalités de financement des pertes et dommages. Le problème que cela pose, c'est que la structure coloniale qui caractérise, qui est l'ADN de ces organisations, l'exemple le plus clair, c'est par exemple le leadership de ces organisations. La Banque mondiale, eh bien, son directeur est nominé par les acteurs américains et du côté du FMI, ce sont les Européens qui nominent sa direction. Donc c'est le signe le plus évident d'un manque total de démocratie dans ces deux organisations. Donc voilà un petit peu pour parler du contexte dans lequel
est née l'initiative de Bridgetown. Maria José a déjà rentré dans les détails de cette initiative, de ce qu'elle inclut, des éléments intéressants, des éléments plus préoccupants. En ce qui me concerne, moi, je ne suis pas un expert sur ces processus, mais j'ai trouvé que c'était un processus assez étrange puisque ça a commencé comme simplement juste une déclaration d'opinion sur un site, puis c'est devenu un document en ligne, et puis c'est devenu plus officiel. Et puis il y a eu plein de versions différentes, beaucoup de moutures, beaucoup d'amendements. On n'arrivait pas à y voir clair. En tout cas, comme Maria José l'a bien dit, ça a été un sujet brûlant. De nombreux médias, grand public, en ont fait leur une. Et je voudrais, pour terminer, enfin donc soulever plusieurs petites choses sur lesquelles nous pourrions également débattre. Je l'ai dit, l'initiative de Bridgetown, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Il y a beaucoup d'autres initiatives qui sont intéressantes, qui permettent de mettre en place un changement structurel, un changement nécessaire afin d'aborder, comme il se doit, la question de l'injustice climatique. Une initiative qui est peu abordée, c'est donc cette question des entreprises énergétiques, donc sur le sujet des réparations. C'est un article qui est très intéressant qui démontrait que si on ajoute tous les dommages causés par ces énergies depuis les années 80, donc causés par ces entreprises énergétiques, et donc si on les classait, qu'est-ce que ça donnerait? Et combien ils doivent, littéralement, aux communautés affectées? Alors, je tiens à souligner ici que voilà, le président de cette entreprise énergétique sera le président de la COP28 aux Émirats. Voilà, pour vous donner une idée. Et ensuite, évidemment, le secteur bancaire. Le rapport donc, sur le chaos climatique donc, sorti récemment. On a expliqué que 5 500 milliards de dollars ont été investis par le secteur bancaire dans les énergies fossiles depuis l'accord de Paris. Imaginez un petit peu. Je voulais prendre un screenshot parce que je pense que 5 500 milliards, c'est dur d'imaginer ce à quoi ça ressemble. Voilà, ça vous donne peut-être une petite idée. Alors c'est très compliqué d'aborder ce défi-là, mais certaines initiatives tentent de le faire. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que les 4 donc, pires banques en la matière, la Wells Fargo, JP Morgan Chase, Bank of America et Citibank, ici, donc, vous le voyez, elles sont classées selon leur niveau d'investissement dans les énergies fossiles. Elles sont très près d'ailleurs de nos bureaux à New York. 3 d'entre elles ont leur siège ici. Donc, si vous avez une idée ou une autre d'action, de lutte, n'hésitez pas à la partager. Et pour finir, donc, je vais mentionner la Convention fiscale des Nations Unies, qui est une initiative emmenée par le groupe Afrique à l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc, une décision adoptée l'an dernier au mois d'octobre qui tente de créer un cadre réglementaire, reprendre un cadre réglementaire de l'OCDE, donc l'Organisation économique pour la coopération et le développement, qui est une organisation très, très eurocentrée, de ramener cet instrument aux Nations Unies. C'est donc un processus beaucoup plus démocratique qui permet de faire entendre de nombreuses voix, de nombreux gouvernements des pays du Sud mondial, des voix qui aujourd'hui manquent cruellement à l'appel dans les discussions fiscales. Et enfin, l'initiative de l'Alliance pour la taxation féministe, donc cette initiative intitulée Cadrer la taxation féministe, où l'on souligne que des milliards de dollars de recettes fiscales sont perdus chaque année, donc des montants qui pourraient être une force économique immense, bien plus importante que l'aide apportée par l'aide au développement, les allocations pour donc l'action climatique. Donc cadrer cette fiscalité pourrait être une manière aussi de mieux rémunérer les travaux de soins non rémunérés qui sont réalisés par des femmes, des personnes issues de la diversité des genres qui restent largement invisibles dans nos économies.
Et comme j'ai dit, c'est l'opportunité pour les pays du Sud mondial aussi de se faire entendre dans les négociations autour de la fiscalité. Voilà, je vais m'arrêter et j'attends avec impatience la suite des discussions. Merci. David, beaucoup d'informations en ces 15 minutes. Merci d'avoir planté un petit peu le décor autour de cette lutte pour la justice climatique. Ça nous permet également de parler des autres initiatives alternatives, comme par exemple ces ressources sur la fiscalité féministe, ces ressources qui nous permettent de mieux comprendre cette poursuite du colonialisme et qui donc gangrène la finance climatique et ce besoin de réformer donc la structure de gouvernance économique mondiale. Alors, laissez-moi remettre mon écran. Donc, avant de nous séparer pour les groupes de discussion, je l'ai dit, on a un petit moment, un petit peu de transition avec notre collègue Melania Chipanda, qui est conseillère genre et justice climatique pour Femnet. Tu as la parole, Melania, pour 10 minutes. Merci beaucoup, Katie. Merci à David, merci à Maria José pour ces présentations tellement enrichissantes. Ma présentation ne va pas être très compliquée parce que beaucoup de choses ont déjà été dites. Ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention est quant à ce qui a été dit par Maria José dans sa présentation. Beaucoup des propositions qui sont actuellement faites prennent en considération le secteur privé et les solutions portées par le marché à la crise climatique. Et celles-ci ont exclu une constituante très importante qui est le secteur des ONG et les mouvements féministes. Et l'exclusion de ces voix tellement importantes rendent les initiatives tout à fait questionnables, particulièrement lorsque nous regardons des mécanismes et des secteurs qui ont eux-mêmes contribué à la crise et qui nous demandent aujourd'hui de faire confiance aux mêmes initiatives portées par le marché pour nous sortir de cette crise qui a elle-même été créée par ces mêmes institutions. Et que sur quoi j'aimerais attirer votre attention, un des éléments qui a été partagé par David, qui est très important dans le contexte, le cadre féministe, la manière dont nous percevons un développement juste, un modèle de développement juste en matière de justice climatique et la question du postcolonialisme. Nous savons toutes et tous que de nombreux des pays qui ont été colonisés en Europe ont hérité de la dette coloniale. Et je voudrais donner l'exemple du Zimbabwe et du Kenya, de comment nous avons hérité 77 millions des dettes de l'administration coloniale en 1980 et depuis lors, nous n'avons jamais pu rembourser cette dette et ce que j'aimerais que nous considérions et que nous imaginions est comment nous, en 1982, en 1992, comment la sécheresse et les inondations ont augmenté tant en fréquence qu'en intensité. Et donc, lorsque nous considérons comme les emprunts, quand les pays doivent gérer les climats dus à dérèglement climatique, eh bien, ce sont des vrais défis parce que nous devons dès que nous réfléchissons aux inondations, à la sécheresse, à l'augmentation des niveaux de la mer, et nous considérons que celles-ci sont des occurrences naturelles, eh bien, celles-ci n'apparaissent plus comme des problèmes ou des obligations auxquelles les institutions doivent répondre en tant qu'institutions qui ont causé cette crise.
Et lorsque nous considérons la manière dont nous voudrions imaginer ceci, ce que David a dit quant au travail de care impayé, par exemple, donc considérons la période entre 2019 et 2020, eh bien, le Mozambique, le Zimbabwe, le Madagascar il y a eu des périodes et ont vécu un cyclone extrêmement destructif et ce cyclone a détruit la propriété, des infrastructures qui valaient des millions. Et en 2020, nous avons eu ensuite la pandémie de la COVID-19 et ceci alors qu'il y avait encore des personnes au Zimbabwe, au Mozambique et dans certaines parties du Malawi, des personnes qui vivaient encore dans des logements temporaires, et quand nous considérions la question de reconstruction de la communauté, eh bien, ce travail était porté par des femmes principalement. Et donc, il y avait des femmes qui étaient impliquées dans la reconstruction de ces vies, de la qualité de vie, de revenus de toutes ces personnes qui étaient encore dans les abris temporaires, reconstruire tout ce qui était reconstruire l'infrastructure sociale. Les femmes ont porté un fardeau disproportionné. Et lorsque nous considérons la pandémie de la COVID-19, la violence qui a augmenté, le perte de revenus, la criminalisation des femmes et de leurs projets de vie et la manière dont le secteur informel en Afrique, beaucoup de femmes sont impliquées dans le secteur informel et donc la manière dont celui-ci a été criminalisé. Et si nous regardons comment certains pays ont continué de devoir emprunter pour pouvoir répondre tant à la crise climatique et à la pandémie de la COVID-19 et la manière dont les femmes ont porté ce fardeau. Et donc, afin de réfléchir à notre vision de nos propositions en avançant vers la COP28 et notre réponse à l'initiative de Bridgetown, il est important que nous soyons très clairs quant au fait que lorsque nous parlons de la crise climatique, nous ne pouvons pas ne pas parler de l'augmentation du travail de care impayé, l'augmentation de la contribution des femmes envers l'économie qui est invisibilisée parce que lorsque nous regardons la question de la dette, lorsque nous nous concentrons sur le remboursement de la dette, et quand les gouvernements se focalisent sur le remboursement de la dette, ça veut dire qu'ils ne sont plus en mesure de fournir des services sociaux, ils ne sont plus en mesure de fournir des services publics. Et cela veut dire que les femmes doivent improviser. Ça veut dire que nos gouvernements ne peuvent pas fournir de l'eau assainie, de l'électricité. Eh bien, les femmes improvisent et se substituent aux services qui sont fournis par les gouvernements. Et donc, en la réalité, est de savoir qui perd cette dette. Eh bien, une grande partie de cette dette est payée par les femmes par les biais de leur travail de care, de soins impayés. Et lorsque nous considérons et que nous regardons les finances climatiques, que celles-ci soient attribuées par le biais de grants, de bourses, eh bien, ou autres, eh bien, lorsqu'il n'y a pas d'engagement politique clair pour dire que ces bourses doivent cibler et doivent répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés, doivent répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés en ce qui concerne la crise climatique, en ce qui concerne les inégalités de genre, en ce qui concerne la nature exploitative de la violence à laquelle est confrontées les femmes et le résultat d'un fardeau inégal de la crise climatique et également les autres pandémies. Et bien entendu, lorsque nous regardons également les manquements l'inflation due à la guerre en Ukraine par la Fédération russe, eh bien, nous devons regarder quels sont les besoins des femmes, nous devons regarder le fardeau porté par les femmes, le travail du care porté par les femmes augmente dans ce processus, le travail impayé, et donc nous devons considérer toutes ces composantes parce que nous voulons dire que c'est un objectif de développement et devons nous assurer comme les femmes
et puissent avoir accès au financement et il doit y avoir un engagement politique très clair afin que ces finances puissent répondre aux inégalités de genre qui existent au sein de nos communautés et dans nos pays, dans le sens où l'autre élément est que les femmes sont incluses de savoir comment nous voulons réfléchir à cette question de la finance climatique, du financement de la crise climatique. Nous voulons avoir des solutions orientées par les marchés. Nous ne pouvons pas avoir des solutions apportées par les marchés, alors que la crise elle-même est causée par les marchés. Et également la question des impacts du changement climatique. Et il faudrait que ces fonds ciblent les pays insulaires, les pays côtiers, les pays du Sud global. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Mélania. Nous apprécions énormément vous avoir parmi nous et de vous entendre partager votre expertise quant à la manière dont ces différents éléments sont co-impliqués, liés. Et Mélania a partagé un texte avec nous quant à cette triple crise dont Mélanie parlait, la crise climatique, crise du Covid et crise structurelle. Nous allons partager ceci avec vous en anglais, français et anglais. Nous serons ravis de pouvoir partager cette analyse. Donc, merci infiniment à Maria José, David et Mélania d'avoir pu nous donner tellement d'informations à réfléchir, tellement d'éléments. Merci infiniment. Et donc, pour cette prochaine heure ou presque, il sera à nous de digérer tout ce que nous avons entendu, ce que nous voulons faire en termes de travail de plaidoyer collectif, d'effort collectif, et notre propre analyse et autour de Bridgetown et le nouveau convention internationale, pour la nouvelle convention internationale. Nous allons passer maintenant les groupes de travail. Il va y avoir 4 groupes avec 15-20 participants chacun. Dans le groupe principal, Carola Meria de Latindad sera avec nous. Si vous avez besoin d'interprétation, restez dans ce groupe. Et j'ai organisé les groupes de travail et il me semble que j'ai fait ceci correctement de manière adéquate, c'est-à-dire que si vous avez besoin d'interprétation, vous resterez dans la groupe principale, mais si vous trouvez dans une dans une salle à part, parce que celle de Cathy et Gina seront en espagnol et celle de Cathy et Zouiska seront en anglais. Donc, si vous avez un problème, vous pourrez repartir vers la salle principale. Donc, vous allez maintenant être déplacé directement et vous pourrez rester dans la salle principale si vous avez besoin d'interprétation. Il y a environ 3 minutes ou 9 minutes par question. Et donc, voilà quelles sont nos préoccupations principales d'une perspective féministe. Les questions, on peut le rappeler, nous avons eu beaucoup de préoccupations de la part de nos 3 présentateurs, présentatrices. Et donc, quels sont les éléments autour desquels nous voulons cristalliser notre réflexion collective? À quoi ressemblerait une réponse féministe à l'initiative Bridgetown? Est-ce que vous voulons faire une critique de la dernière version? Est-ce que nous voulons faire un travail sur les réseaux sociaux? Est-ce que nous voulons, comme le disait David, qu'il y ait des mobilisations ou des actions autour des réflexions que voulons-nous faire à Marrakech, à la COP? Et quelles sont les 3 à 5 exigences que nous voudrions voir émerger? Et peut-être, nous n'arriverons peut-être pas à ce niveau de détail, mais voilà, en tout cas, les préoccupations que nous aimerions souligner, une opportunité de soulever toutes les idées autour des événements, pour une campagne autour des réseaux sociaux, un éditorial que nous pourrions écrire. Donc, différentes idées qui ont émergé des webinaires de mai et avril qui ont été organisés par Latindad et Yourdad. Et je crois que nous réfléchissons également
à des analyses de plus en profondeur autour de l'analyse, du CARE, du climat particulièrement, puisque c'est un petit peu la clé de beaucoup de ces questions. Et nous aurons l'opportunité de partager des exemples et des suggestions quant à ce que vous pensez que nous devrions faire. Et nous aurons également un document pour mettre dans la messagerie, le Padlet. Donc, s'il vous plaît, chaque facilitateur, modérateur, modératrice, merci de désigner une personne qui prendra des notes dans les Padlets. Et nous pourrons également rajouter des liens, des ressources que vous voudriez partager, particulièrement au niveau national, du plaidoyer féministe qui pourrait être utile aux autres. Et de savoir d'écrire dans le Padlet également qui d'entre nous pense être dans les différents sommets et à la COP, à Paris et aux différents sommets afin que nous puissions avancer sur ces bases-là. Merci. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans la messagerie et nous nous verrons dans 35 minutes. Nous nous retrouverons de nouveau ici. Merci à toutes et tous. Il n'y a jamais suffisamment de temps. Désolée, je suis désolée de devoir interrompre ces groupes, mais il ne nous reste plus que 10 minutes. Je suis vraiment désolée. Alors, avant que nous passions à la prochaine étape, parler un peu de ce dont tous les groupes ont discuté. Pour celles et ceux qui ont besoin qui reviennent dans la salle principale, si vous avez besoin d'interprétation, merci de la réactiver, y compris l'anglais, puisque quand vous revenez vers la salle principale, vous devez vous reconnecter. Et je vais vous donner à chaque groupe 1 minute pour partager certains éléments, certaines réflexions. Et merci de noter que le Padlet va rester ouvert. Donc, si vous ne l'avez pas encore terminé ou si vous voulez dire d'autres choses, je vais les partager par mail afin que vous puissiez avoir d'autres ressources pour réfléchir collectivement. Je vais partager avec Gina, si quelqu'un de votre groupe veut nous donner un peu une image de votre discussion. Alors, ça va être très, très difficile parce que nous avons parlé de beaucoup de choses, mais je vais essayer de le résumer en 1 minute ou 2. Avec la première question, nous avons commencé à parler de l'évolution de la proposition d'initiative de Bridgestone et certaines personnes venaient du sud global. C'est un aspect qui pouvait être transformateur, mais que celle-ci avait été extrêmement instrumentalisée et que, en fin de compte, celle-ci ne reflétait pas les exigences du sud global et donc comment, dans un processus, ça pourrait être un outil pour demander des aspects transformatifs que nous souhaitions et que cette initiative, donc elle ne reflète pas les processus transformatifs que nous espérions d'une telle initiative et donc parler que d'une réponse féministe collective qui, durant la discussion, a mis sur la table différentes questions. Par exemple, la quantité d'argent qui circule actuellement, qui a été investi dans la guerre et la manière dont dont nous disons que nous avons dans nos pays des personnes qui ont faim et donc qui reflètent ces besoins et quels sont ces contrastes en ce qui concerne les flux financiers. Et donc ces analyses féministes
et de comment une voix commune au sein de la discussion pourrait réunir le besoin d'avoir, c'est apporter une critique féministe à l'initiative de Bridgetown. Et donc, ceci pourrait être transformative, alors qu'elle n'est pas transformative, triste du tout, quand elle a décidé de redonner le pouvoir aux personnes. Et donc, en fait, il s'agit d'un même système marché rompu. Et donc, il y a discussion à ce sujet. Et qui pourraient, ces initiatives qui pourraient nourrir le perspective féministe dans ces discussions. Et, donc, les communautés. Et donc, ça a été mentionné pendant la plénière et la manière dont ce processus et donc, ceci a été participatif dans le processus. Et donc, dans le processus et la manière dont la redevabilité et je crois que j'ai pris plus de temps que nécessaire. Oui, des discussions extrêmement riches et intéressantes. Cathy, ton groupe, eh bien, en 1 minute, ce sera impossible, mais merci à chacun, chacune pour les formidables inputs. Et c'était voir de formidables ces apports de différentes sessions et différents groupes. Et donc, la première réponse, c'est de faire un plaidoyer pour les techs, pour que les parties féministes soient appliquées dans cette initiative. Et donc également que l'initiative de Barbados actuellement n'a pas une bonne perspective de genre, particulièrement. Et donc le système, la réforme du système financier international nécessite d'une réforme systémique. Et donc les personnes à la Barbade qui ont du mal à trouver des financements pour ces initiatives. Et si ces initiatives jouent un rôle important sur cet ordre du jour, et donc le fait que le rôle de Mia Mottley n'est pas aussi important il y a 1 an. Et il y a des groupes WhatsApp également qui travaillent pour le sommet de Paris, donc le groupe de Paris. Et il me semble que ceci a été partagé par l'OMI et que également, et donc l'importance de l'économie du Caire et l'opportunité de lier le travail du Caire avec la discussion sur le climat. Et donc, dans l'initiative de Bridgerton, beaucoup de représentants de la société civile n'ont pas nécessairement un fort focus de genre. Et donc, les ONG où ça ne vient pas de perspective basée sur les droits et sur la justice et la justice de droit, et également les modèles basés sur qui est pour éviter de se focaliser uniquement sur les fonds privés ou les fonds mélangés et les éléments indirects et la production de plastique également. Et enfin, la nécessité de reconnaître que l'éducation et le logement ne devraient pas être des éléments qui devraient dépendre du fonds, des capacités financières de chacun, chacune. Et en termes d'opportunités sur les sommets des ODD, d'avoir des opportunités qui soient avec une perspective féministe également. Merci, nous avons capturé tout ceci dans le Padlet et nous continuerons. Soukiswa, vous avez la parole. Alors, merci infiniment, chers collègues. Nous avons une importante discussion et en raison du manque de temps, je vais essayer de dire ceci en 2 minutes. Je crois qu'une chose, je ne vais pas répéter ce que d'autres collègues ont dit et qui a été dit. La question sur la question. Et donc, la position féministe, nous rejetons l'initiative ou est-ce que nous en proposons une réforme? Parce que je crois que répondre à cette question va
fondamentalement nous aider à réfléchir à comment nous pouvons avancer et donc comment maintenir l'intégrité et donc qui est en fait une suite du système financier. Et donc, est-ce qu'une bonne stratégie serait de pousser certains aspects plus clairs et de mettre sur la table les questions avec lesquelles nous sommes d'accord? Donc, fondamentalement, d'arriver à cette conversation. Est-ce que nous voulons un rejet de cette initiative ou est-ce que nous voulons la réformer? Et si c'est le cas, qu'est-ce que cela représente? Et je ne vais pas répéter ce que les collègues ont dit, mais je crois qu'un aspect clé qui a été soulevé dans notre discussion de groupe est la question de comment nous pouvons reprendre depuis un processus multinational. Et donc, comment insister? C'est une demande clé, mais parce que nous devons insister sur la représentation de voix et la participation significative de la société civile parce qu'il s'agit là d'une question internationale qui nécessite une réponse internationale et il faut un processus multilatéral, international, et comment insister pour que ceci soit une exigence fondamentale afin que nos voix puissent être entendues et que ce ne soit pas, nous soyons une pensée arrière et que la perspective paternaliste de l'Occident fasse en sorte que nous soyons et que le processus doit être soit approuvé, tout d'abord approuvé par ceux qui ont causé la crise. Et donc, nous voulons dire que nous n'allons pas attendre jusqu'à ce que ce processus soit attractif avant de… il s'agit d'une initiative et il est impératif que l'intégrité de cette initiative soit maintenue en tant que telle et que le Nord souffre alors que le Sud souffre. C'est quelque chose que nous devons critiquer. Le fait que je crois que les autres questions autour du focus de genre, et nous devons être très, très clairs quant à l'annulation de la dette comme une demande clé. Et il y a d'autres collègues, je suis très au clair quant au fait que le panel sera disponible. Ce groupe a été formidable et merci, Katie, d'avoir créé cette opportunité. Vous avez la parole. Katie, désolée, il nous manque vraiment de temps. J'en suis vraiment désolée. Je vais donner la parole à Carola et pour qu'elle parle du dernier groupe et parler d'autres perspectives puisqu'elle a été impliquée dans d'autres webinaires. Carola, vous avez la parole. Et merci à toutes les personnes qui ont partagé ceci. Et donc, nous avons parlé de comment la dette affecte de manière disproportionnée les femmes et les personnes porteuses de handicap et que nous devons considérer la manière dont la crise climatique affecte de manière disproportionnée les femmes. Les femmes ne sont pas reconnues, elles ne font pas partie des processus de prise de décision et elles ne font partie de la distribution égale des processus, malgré le fait qu'elles soient extrêmement importantes pour l'économie et pour le processus, malgré le fait qu'elles soient extrêmement importantes. Et nous devons rompre ce cycle. Et nous devons discuter de combien il était important de garantir l'approbation de financement climatique en forme de bourse et d'avoir des propositions qui garantissent l'accès à ces bourses et à ces financements pour les personnes qui sont les plus affectées par ces désastres, particulièrement les femmes et leur diversité. Nous avons parlé de l'importance de l'annulation de la dette et de la reconnaissance des dégâts écologiques et économiques causés par les pays du Nord sur les pays du Sud. Nous avons bien dit que toutes ces initiatives comme le Bridgetown, les sommets de Paris, ne peuvent pas détourner l'attention de leur responsabilité énorme, notamment de leurs engagements pris en matière de justice climatique. Il faut promouvoir une véritable réforme, ce qu'ils ne font pas actuellement. Nous avons parlé également de la croissance, que le pays du Nord doivent réduire leur consommation pour réduire leurs émissions et mettre un terme à la crise climatique. Nous avons parlé du besoin de changer le modèle capitaliste, de l'importance de mettre en place un pacte fiscal mondial qui replace au centre de l'attention la viabilité de la vie, le bien-être
Nous avons parlé du rôle du secteur privé également. Et nous avons expliqué qu'aujourd'hui, voilà, on prête toutes les vertus à ce secteur. Mais aujourd'hui, malheureusement, tous ces efforts ne servent absolument pas, ne vont pas dans le bon sens, ils ne servent qu'à générer plus de profits. Nous avons également ajouté que les politiciens doivent être tenus responsables de leurs actes. Il faut également un peu visiter le mouvement du commerce équitable autour de la table de négociation pour avancer notre plaidoyer. Nous avons dit qu'il fallait nous faire entendre lors d'ateliers, produire des matériaux, des supports de communication, les traduire, les disséminer auprès des personnes les plus vulnérables, notamment les femmes, collaborer avec des petites entreprises, des petits consortiums d'acteurs qui ont besoin d'accès à ces financements. Donc, on a parlé de subventions, je l'ai dit, mais également d'accès aux institutions financières, par exemple les crédits octroyés à l'entreprise dirigées par des femmes, par exemple. Voilà, j'espère ne pas avoir oublié trop de choses, mais on peut toujours revenir dessus. Merci Kate. Merci beaucoup. Merci à l'ensemble de nos facilitatrices, Zakiswa, Cathy et Gina. Merci à vous trois. Merci à vous tous d'avoir été avec nous pendant un peu plus de 2 heures. Désolé pour mon retard. Merci, merci du fond du cœur. Ah, nos interprètes, toujours une tâche assez dantesque pour nous, puisqu'on traite de sujets assez complexes. On en parle en long et en large. En tout cas, on a très hâte de poursuivre ces travaux ensemble. J'enverrai bientôt un email avec toutes les ressources, le Padlet, traduit dans les 4 langues de travail de la Réunion. Et d'ailleurs, si vous avez des idées, des plans pour la suite, et n'hésitez pas à partager cela avec nous pour qu'on alimente aussi, pour qu'on coordonne entre le Nexus d'action et les autres organisations. On peut rester en contact sur la plateforme Listserv. En tout cas, le Padlet est ouvert, vous pouvez encore l'alimenter. Merci à toutes d'avoir été présentes pour créer cet espace discussion avec nous. Merci beaucoup à nos oratrices et passez une excellente fin de